Bien, alors on va tenter une vidéo un peu crash test. On va jeter un œil à une série de puzzle games, de jeux d'énigmes de type Sokoban. On va voir ce que ça donne. Ça va être une sorte d'analyse d'un principe qui est assez récurrent dans le jeu vidéo, qui est le fait de créer des attentes pour le joueur, puis de créer de la surprise en jouant avec ces attentes et avec des habitudes qu'on aurait commencé à créer et le fait de commencer à apprendre des mécaniques de gameplay aux joueurs pour ensuite inverser certaines habitudes qu'il aurait pu prendre afin de le confronter dans sa zone de confort et le forcer à vérifier si il a bien appris les mécaniques de base données dans le jeu et apporter une forme de challenge dans le jeu vidéo. Euh, je voulais commencer avec des jeux qui sont pas forcément très jolis, mais justement qui illustrent bien le fait que avec pas grand chose et en se concentrant sur euh, l'essentiel visuellement, on peut déjà avoir quelque chose qui est très plaisant à jouer euh, tout en allant vers quelque chose d'extrêmement logique. Alors, on a un petit personnage qui se déplace. C'est un jeu qui se joue sur une page web. Je vais mettre le lien en description. Et le but, c'est de ne pas se cogner contre les murs, de se déplacer dans la zone qui est, on va dire, grisée, qui est considérée comme le sol. C'est un jeu de déplacement case par case, et on ne peut que se diriger sur l'horizontale et la verticale. Et le but, l'objectif, pour résoudre les énigmes, c'est de se diriger vers la porte qui symbolise la sortie. Là, le jeu nous indique que le personnage rouge peut pousser des cubes. Donc là, c'est très clairement un, un jeu qui est une évolution directe de Sokoban, où Sokoban c'était un jeu japonais qui avait tout son principe de gameplay basé sur le fait de pousser des caisses pour atteindre la sortie, ou de pousser des caisses pour les positionner sur des interrupteurs pour libérer la sortie. Et l'ensemble de tous les niveaux, toutes les énigmes présentes dans ce jeu étaient basées sur ce gameplay unique. Donc là, le premier niveau, on voit que on peut pousser des caisses, et le but c'est de libérer le passage pour aller à la sortie. On peut pousser des caisses sur le petit cube jaune que l'on voit ici, qui est un interrupteur pour libérer le passage du mur qui était bloqué par une porte de la même couleur que l'interrupteur. Donc déjà visuellement, on a eu un lien de causalité, on va dire, intuitif qui a été créé visuellement. Donc là, ça reprend le principe d'affordance dont on a parlé dans les vidéos précédentes. On peut, même on doit, pour ouvrir cette porte-là qui est fermée, on doit positionner chaque caisse sur les interrupteurs. Et si jamais je fais une erreur en jouant au jeu, on peut tout à fait déplacer son personnage, appuyer sur la touche Z pour revenir en arrière et la touche R pour recommencer le niveau. Et là où le jeu a commencé à créer une sorte de convention dans son gameplay, donc dans ses règles du jeu, pour utiliser un mot français, on a été habitué à pousser les caisses. Et là, le jeu commence à créer une surprise où le personnage vert ne va pas pouvoir pousser
les caisses, il n'est pas assez fort, par contre il va pouvoir les tirer vers lui. Donc on a bel et bien un personnage qui a des capacités similaires au personnage précédent, à savoir se déplacer et se cogner contre les murs et se déplacer au même endroit que le sol. Donc on a des similitudes, mais on a une inversion de la règle du jeu où là, on va devoir tirer les objets vers nous. Le fait que les objets sont tirés vers nous, c'est automatique. Mon personnage est situé ici, si je me dirige vers la gauche, automatiquement, les sprites, donc les images en pixels, vont être décalées d'une case sur le côté. Donc c'est vraiment similaire à des jeux d'énigmes qu'on pourrait avoir case par case avec des pions dans le monde réel, sauf que là, c'est virtuel. Donc c'est vraiment, ça découle de d'une évolution directe de jeux classiques d'énigmes. Et là où c'est intéressant, c'est le game designer, je vais retrouver son nom juste après, qui est un mathématicien, joue avec des motifs de répétition. Et là, c'est surtout des niveaux qui sont répétés. On retrouve exactement la même disposition des murs, donc le même level design que dans les premiers niveaux, sauf que la méthode de résolution est complètement différente. Donc là, je me suis trompé, il faut que je revienne en arrière. Il faut que je fasse... je tire ça ici. Là, j'ai pas le choix, je dois le tirer là. Comme ceci, voilà. Et il y a quelque chose d'assez musical, en fait. Un peu comme en musique, où un compositeur va créer un motif musical ou un motif rythmique qui va répéter pour créer une sorte d'habitude, puis ensuite il va faire évoluer cette mélodie afin de créer de la surprise et une évolution et donc de l'intérêt dans l'écoute de la musique. Et là, il faut positionner la caisse sur l'interrupteur. Et pour ce faire, on doit venir ici et utiliser le trou au sommet à notre avantage. Et on a un troisième personnage qui est invité dans le jeu, qui est le wizard, donc le sorcier. Lui, il ne pousse ou ne tire pas les caisses. Quand on se déplace en direction d'une caisse, on va se téléporter et inverser notre position avec elle. Donc là, il faut faire quelque chose dans le genre. Je vais recommencer. Donc voilà, on va avoir toute une succession d'énigmes où les premiers niveaux vont être des motifs qui se répètent, mais on va avoir à chaque fois une évolution des énigmes. Et ce qui est intéressant, c'est visuellement, la seule chose qui va changer fondamentalement, c'est l'apparence des personnages. Et le designer, le créateur du jeu, utilise deux outils à son avantage. Il y a un personnage rouge, un personnage vert et un personnage bleu, chacun étant une couleur primaire. Les couleurs rouge, vert, bleu. Alors, peut-être que vous connaissez les couleurs primaires avec le jaune. Le jaune, c'est quand on fait de la peinture, c'est par rapport aux pigments, c'est en lien avec la synthèse soustractive. Si on mélange des pigments ensemble, ça donne du noir. Par contre, si on mélange des couleurs primaires ensemble sur un écran d'ordinateur qui est de la lumière et non pas du pigment, on est donc en synthèse additive et ça donne du blanc. Donc en fait là on a bel et bien les trois couleurs primaires en lien avec le jeu vidéo, avec la représentation sur un écran, on a du rouge, du vert, du bleu. Mais il joue aussi avec la silhouette des personnages, où chaque personnage va avoir une silhouette propre, même si c'est quelque chose de très iconique, et on a des cases, des sprites qui font maximum 5 par 5 pixels en large et en hauteur. On a quand même déjà quelque chose d'extrêmement lisible, et ça permet d'éviter que les daltoniens ou les gens qui ont du mal à lire les couleurs, ça permet d'éviter de la confusion entre chaque capacité de personnage. Et c'est quelque chose qui est évident, mais quand on commence à créer des jeux avec une
plus de détails et plus de plus d'informations visuelles, on peut en tant que développeur oublier certains éléments de communication visuelle aussi importants que ça. Alors, je vais passer sur un autre jeu. Alors, là, on a la page de Dracnet, qui est un développeur de jeux d'énigmes, toujours inspiré de type Sokoban, qui sont des jeux payants. Je pense que je vais en présenter un ou deux dans des futures vidéos. Donc on voit que déjà on peut créer des jeux d'énigmes visuellement beaucoup plus intéressants et jolis, qui ont une personnalité, voire une âme artistiquement. On sent que ça fait jeu d'auteur, c'est assez intéressant. Mais aussi il met gratuitement à disposition certains jeux qu'il a prototypés sur PuzzleScript, qui est un outil de création de jeux. Donc il les met à disposition gratuitement. Donc de la même manière, on a un personnage qui se déplace case par case dans un donjon avec des pics, et si on se dirige sur un pic, ça nous tue, et il y a des petites animations avec le sang qui coule, etc. Donc encore une fois, c'est visuellement extrêmement simple, c'est un petit peu plus poussé. Et là, on a la mécanique qui est introduite, où il faut éviter les tirs des arbalètes murales. Voilà. Et je vais pas faire tout le jeu, je fais vraiment une introduction pour montrer les premières énigmes. Et Dracnet est hyper malin, où il va pas forcément introduire des nouvelles mécaniques à chaque niveau. Il va juste se concentrer sur une mécanique de base. Et là, il n'y a pas plus de mécaniques apportées dans le jeu que les pics qui s'élèvent après notre passage et les arbalètes qui tirent une fois qu'on s'est déplacé. Et il va baser tous les niveaux sur ce principe unique. Et il va apporter de la difficulté petit à petit, mais juste en modifiant la disposition des éléments dans le niveau. Mince. Tac, tac, tac. Et je vais pas faire tout le jeu, c'est juste pour vous montrer les premiers niveaux présentés dans le jeu. Voilà, et là je suis bloqué. Tac, 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 etc. etc. Et à la fin de cette série de niveaux, on a une pièce dorée qui est le trésor. Donc une fois qu'on arrive au trésor, en théorie, on a atteint l'objectif, on a trouvé le trésor, le jeu pourrait s'arrêter là. Mais en fait, le game designer a pris le parti pris que en fait il faut ramener le trésor à l'entrée du labyrinthe et faire tout dans le chemin inverse. Et il va falloir passer par exactement les mêmes énigmes que l'on a traversées, mais en sens inverse. Donc trouver des nouvelles solutions pour faire du backtracking, avec en plus un trésor qui est potentiellement brisable par les arbalètes. Donc si le jeu vous intéresse et si vous êtes curieux de ce genre de challenge, eh bien je vous laisse là-dessus et je mets le lien en description si vous voulez y jouer. Et c'était voilà une présentation rapide de certains jeux d'énigmes que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment l'exemple qu'avec pas grand chose on peut déjà créer des projets très intéressants, très riches, pas forcément visuellement mais en termes de gameplay, d'idées, d'assemblage d'éléments dans le level design, et en jouant sur de la surprise et en communiquant petit à petit des nouvelles mécaniques, et de jouer sur les attentes et donc créer de la surprise chez le joueur. Voilà, donc je pense que les prochaines analyses de jeux seront des jeux un peu plus pas forcément riches, mais avec un peu plus agréable à l'œil, on va dire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.